Salut à tous. 6 avril 2026, 5h47, heure locale, des sirènes d'alerte aérienne se mettent à hurler à travers le centre d'Israël. Pas le schéma d'alerte habituel, quelque chose de différent. Les habitants de Petah Tikva, une ville de 250 000 personnes située à seulement 10 km à l'est de Tel Aviv, se ruent vers les abris antiaériens. Ils ont répété cet exercice des dizaines de fois au cours des 5 dernières semaines de guerre. Mais ce qui se passe ensuite dans le ciel au-dessus d'eux est quelque chose que l'architecture de défense israélienne de 10 milliards de dollars n'a jamais été conçue pour gérer. Un seul missile balistique traverse l'atmosphère à Mach 8, les intercepteurs Arrow israéliens sont lancés, ils suivent la cible, ils engagent. Et puis, à précisément 7 km d'altitude, l'ogive n'explose pas, elle s'ouvre. 20 objets plus petits se séparent du corps principal et commencent à tomber indépendamment vers la ville endormie en dessous. Pas de système de guidage, pas de propulsion, seulement la gravité et 2-5 kg d'explosifs puissants dans chacun d'eux. L'ensemble du réseau défensif israélien, du dôme de fer à la fronde de David jusqu'à Arrow, tout cela est conçu pour suivre un objet et détruire un objet. Quand cet objet unique devient vain, les calculs changent, la physique change. C'est généralement le moment où les briefings officiels essaient de calmer tout le monde avec un graphique, comme si la géométrie elle-même pouvait être persuadée de coopérer, et le résultat change. Ce qui est tombé sur Petah Tikva et Tel Aviv, ce matin-là n'était pas une ogive balistique standard, c'était une munition à sous-munition, une arme interdite par 112 nations en vertu du droit international humanitaire, une arme que l'Iran a maintenant déployée contre la région la plus densément peuplée d'Israël. Ce que les grands médias ne disent pas au public à propos de cette frappe est essentiel. Ils montrent des images d'interception dans le ciel. Ils citent des responsables israéliens affirmant que les défenses ont fonctionné. Ils ne montrent pas le civil en train de saigner dans la rue à Petah Tikva avec des blessures causées par des éclats sur le torse. Ils n'expliquent pas que les munitions à sous-munitions, par conception, dispersent des bombelettes non explosées qui peuvent rester actives pendant des années, transformant les quartiers résidentiels en champs de mines. Ils ne font pas l'analyse de coûts qui prouve qu'Israël ne peut pas soutenir mathématiquement ce type d'attaque. Et ils ne disent certainement pas que le choix de l'Iran de déployer des armes interdites contre des centres de population civile signifie que l'échelle de l'escalade vient de perdre un autre barreau. Le discours public a toujours l'air plus solide sous les projecteurs d'un studio que sous le métal qui tombe du ciel. Voici ce qui s'est réellement passé dans la matinée du 6 avril. Les forces iraniennes ont lancé plusieurs missiles balistiques Khaybar-Shekan en direction du centre d'Israël. Le Khaybar-Shekan, que l'on peut traduire par briseur de forteresse, est un missile balistique de moyenne portée à carburant solide de 3e génération avec une portée de 1450 km. Le carburant solide signifie qu'il peut rester chargé sur un lanceur mobile déguisé en camion commercial et tiré en quelques minutes après avoir reçu l'ordre. Pas d'heure de préparation exposée, pas de fenêtre d'alerte satellite. Le missile mesure 11, 4 m de longueur, avec un diamètre de 0, 76 m. Le poids au lancement se situe entre 4, 5 et 6, 3 tonnes. Mais la modification critique dans cette attaque concernait l'ogive. Au lieu de la charge explosive standard de 550 kg, l'Iran a équipé ses missiles de disperseurs de sous-munitions. Chaque disperseur transporte environ 20 sous-munitions. Chaque sous-munition contient environ 2-5 kg de matière explosive. L'ogive est programmée pour s'ouvrir à une altitude précise, généralement entre 5 et 7 km au-dessus de la zone visée. Lorsqu'elle s'ouvre, les sous-munitions se dispersent sur une zone d'environ 500 mètres de diamètre. Cela représente 5 terrains de football comme zone d'impact à partir d'un seul missile. Le jargon militaire adore des expressions comme zone d'impact parce que cela sonne plus propre que ce que cela signifie vraiment pour les gens qui s'y trouvent. Des images vérifiées provenant de plusieurs sources à Tel Aviv montrent exactement à quoi cela ressemble. Après les premières tentatives d'interception, on peut voir de petits objets lumineux tomber à travers le ciel nocturne. Ce sont les sous-munitions. Certaines explosent en l'air, d'autres touchent le sol et détonnent à l'impact. Plusieurs
tombent sans exploser et deviennent des engins non explosés enfouis dans des jardins coincés sous des voitures, posés sur des trottoirs où des enfants se rendent à l'école. Les munitions à sous-munitions sont au cœur de la compréhension de la raison pour laquelle 112 nations les ont interdites en vertu du droit international. Un missile conventionnel emporte une seule ogive qui explose en un seul point. Le rayon de souffle peut s'étendre de 50 à 100 m selon la taille de la charge, mais les dégâts sont concentrés. Une munition à sous-munition est fondamentalement différente. Elle est conçue pour maximiser la couverture de zone, pas la destruction ponctuelle. La logique militaire est simple. Si l'objectif est de détruire une cible dispersée, comme un aérodrome avec plusieurs aires de stationnement d'aéronefs, des pistes et des dépôts de carburant répartis sur plusieurs kilomètres carrés, une seule grosse bombe ne suffit pas. Mais une munition à sous-munition libérant 20 bombelettes sur une zone de 500 m peut endommager plusieurs cibles simultanément. C'est une habitude bien connue de la guerre d'appeler quelque chose efficace jusqu'au moment où ce sont les civils qui doivent en mesurer l'efficacité. Le problème, c'est que les munitions à sous-munitions ne distinguent pas les cibles militaires des cibles civiles. Lorsqu'elles sont déployées au-dessus d'une ville, elles ne frappent pas seulement l'installation militaire visée. Elles frappent le quartier résidentiel voisin, l'école au bout de la rue, le terrain de jeu à 2 coins de rue. Et voici la partie catastrophique qui rend ces armes particulièrement dangereuses. Les taux d'échec. Les analyses militaires suggèrent qu'entre 10% et 40% des sous-munitions n'explosent pas à l'impact. Elles touchent le sol, n'explosent pas et restent là, armées et prêtes à tuer quiconque les dérangera ensuite. Un enfant ramassant ce qui ressemble à un petit cylindre métallique, un agriculteur labourant un champ, un ouvrier du bâtiment creusant une fondation. Les munitions à sous-munitions tuent des décennies après la fin de la guerre. C'est pourquoi la Convention sur les armes à sous-munitions a été signée en 2008. Plus de 100 pays ont accepté de ne jamais utiliser, produire, transférer ni stocker ces armes. La raison n'est pas militaire, elle est humanitaire. Les pertes civiles à long terme sont inacceptables. L'Iran n'a jamais signé la Convention. Israël non plus. Les États-Unis non plus. Quand tout le monde garde un pied juridique à l'extérieur de la porte, le langage humanitaire commence à ressembler à la partie du discours réservée au micro. Ainsi, lorsque l'Iran a déployé des munitions à sous-munitions contre Petah Tikva et Tel Aviv le 6 avril, il a violé les normes internationales, mais pas techniquement le droit international tel qu'il s'applique à lui. Mais le bilan humain de cette attaque va bien au-delà des premiers rapports. Les rapports officiels indiquent qu'une personne a été grièvement blessée à Petah Tikva et que des dizaines d'autres ont été blessés à Tel Aviv par des éclats et des projections de verre. C'est le bilan immédiat. Ce que ces rapports n'incluent pas, c'est la menace à long terme. Les équipes israéliennes de neutralisation des bombes continuent de chercher des sous-munitions non explosées dans les deux villes. Elles en ont trouvé 7 jusqu'à présent. Combien en reste-t-il encore? Inconnu. Où sont-elles? Inconnues. Quand seront-elles trouvées? Probablement quand quelqu'un marchera dessus. C'est pas de l'alarmisme, c'est le schéma documenté de chaque conflit dans lequel des munitions à sous-munitions ont été utilisées. Le Liban continue encore de déminer des sous-munitions de la guerre de 2006. 20 ans plus tard, des gens en meurent encore. C'est aussi pourquoi le réseau de défense aérienne israélien de 10 milliards de dollars n'a pas réussi à arrêter cette attaque. Et il est important d'être précis sur ce que signifie l'échec ici. Les intercepteurs Arrow israéliens ont bien engagé les missiles entrants. Certains ont été détruits avant l'ouverture de leurs ogives. Mais au moins un peut être davantage, a réussi à déployer ses sous-munitions avant qu'une interception puisse avoir lieu. Et une fois que ces 20 bombelettes se séparent du corps principal du missile, aucune technologie existante dans l'arsenal israélien n'est capable de les arrêter. Le dôme de fer est conçu pour intercepter des roquettes avec trajectoire et propulsion. Les sous-munitions issues d'ogives à sous-munitions n'ont pas de propulsion. Ce sont des objets balistiques en chute libre. La fronde de David intercepte des missiles de croisière et des menaces de moyenne portées avec des trajectoires prévisibles. Les sous-munitions se dispersent de façon aléatoire selon l'altitude de libération et les conditions de vent.
Arrow interceptent les missiles balistiques à haute altitude avant qu'ils ne terminent leur entrée atmosphérique. Au moment où les sous-munitions sont déployées, elles ont déjà traversé l'enveloppe d'engagement. L'architecture défensive n'a tout simplement aucune réponse à ce profil de menace. Il y a toujours un moment où un système de défense cesse d'être un symbole et doit survivre en tant qu'ingénierie. Les symboles s'en sortent généralement beaucoup mieux dans les conférences de presse et les calculs de coûts aggravent encore la situation. Chaque missile Khaybar-Shekan coûte à l'Iran entre 200 000 et 500 000 dollars à fabriquer. Chaque intercepteur Arrow coûte à Israël 3 millions de dollars. Si Israël tire 3 missiles Arrow pour intercepter un seul Khaybar-Shekan entrant et que l'Ogive déploie quand même ses sous-munitions avant sa destruction, Israël vient de dépenser 9 millions de dollars pour atténuer partiellement une menace de 300 000 dollars. Et atténuer partiellement signifie que certaines sous-munitions touchent quand même le sol. Cette arithmétique ne s'améliore pas avec le temps, elle se dégrade. L'Iran peut fabriquer environ 100 missiles balistiques par mois, selon les estimations du renseignement américain. La base industrielle de défense d'Israël, combinée au réapprovisionnement américain, peut produire environ 6 à 7 intercepteurs Arrow par mois. L'écart de production est de 15 contre 1 en faveur de l'Iran. Chaque vague d'attaque épuise les stocks israéliens plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Et voici le détail qui devrait terrifier quiconque y prête attention. Les services de comptabilité sont rarement invités à la fabrication des mythes stratégiques, ce qui est regrettable parce que les chiffres sont moins patriotiques et généralement plus honnêtes. Ce n'était pas la première fois que l'Iran déployait des munitions à sous-munitions contre Israël dans cette guerre. C'était simplement la première fois qu'elle frappait un grand centre de population en plein jour avec assez de couverture médiatique pour que les preuves ne puissent pas être étouffées. Lors de frappes précédentes contre des installations militaires dans le désert du Negev, des ogives iraniennes à sous-munitions avaient été documentées mais peu relayées. L'Iran a testé cette tactique, affiné le mode de livraison, et il a maintenant prouvé qu'elle fonctionne contre des cibles urbaines défendues. Ce qui vient ensuite peut être compris en regardant ce qui s'est passé au sol à Petah Tikva ce matin-là. À environ 5H52, plusieurs sous-munitions ont frappé une zone résidentielle dans la partie nord de la ville. Une sous-munition a explosé près d'un arrêt d'autobus, des éclats ont déchiqueté l'abri vitré et se sont fichés dans les murs des bâtiments environnants. Un homme civil dans la quarantaine, identifié seulement par son prénom dans les médias israéliens, a été touché par de multiples éclats. Il a subi de graves blessures au torse et a été évacué dans un état critique. Selon les derniers rapports, il demeure hospitalisé. À Tel Aviv, le schéma d'impact était plus dispersé. Des sous-munitions ont frappé plusieurs quartiers. Aucun décès direct, mais des dizaines de personnes ont été soignées pour des blessures causées par des éclats de verre et des éclats métalliques. Des fenêtres ont volé en éclats sur plusieurs îlots urbains sous l'effet de la surpression provoquée par les détonations à proximité. Des véhicules ont été endommagés. Des incendies ont éclaté dans au moins 3 endroits. Après chaque frappe, le langage tente son tour habituel, avoir l'air ordonné pendant que les rues, elles, font le travail plus difficile de le contredire. Et puis, il y a les engins non explosés. Le commandement du front intérieur israélien a averti les résidents d'éviter les objets suspects et de signaler immédiatement tout ce qui paraît inhabituel. Les écoles des zones touchées ont été fermées en attendant les opérations de déminage. Les parcs publics ont été déclarés interdits d'accès. Les équipes de neutralisation des bombes ont commencé des recherches systématiques par quadrillage. Mais la zone à sécuriser est immense. Petah Tikva couvre 35 km². Tel Aviv en couvre 52 km². Personne ne peut fouiller chaque mètre carré de 2 villes en quelques jours. Cela va prendre des semaines, peut être des mois. Et pendant tout ce temps, chaque sous-munition non explosée est une mort potentielle en attente. Alors, voici où en est la guerre maintenant. L'Iran a désormais démontré sa capacité et sa volonté de déployer des munitions à sous-munitions interdites au niveau international contre les villes les plus densément peuplées d'Israël. Le système de défense aérienne multicouche d'Israël, bien qu'il soit le plus avancé au monde, ne peut pas neutraliser complètement cette menace. Le ratio des coûts favorise l'attaquant. Le ratio de production favorise l'attaquant.
C'est aussi le moment où l'optimisme officiel entre habituellement dans la pièce, regarde le tableau de calcul, puis fait discrètement comme s'il avait une autre réunion, et le risque de contamination civile à long terme est sans limite définie. Ce que cela signifie pour la trajectoire de cette guerre, c'est que les règles qui encadraient les conflits précédents ne s'appliquent plus. Cela signifie que l'Iran a calculé que la condamnation internationale liée à l'usage d'armes interdites vaut l'avantage stratégique qu'elle procure. Cela signifie qu'Israël est maintenant confronté à un profil de menace que sa doctrine de défense n'a pas été conçue pour gérer. Et cela signifie que chaque grand centre de population en Israël est vulnérable à des attaques qui laisseront des engins non explosés mortels dispersés dans des zones résidentielles pendant des années. C'est pas une guerre qui s'essouffle, c'est une guerre qui vient de franchir une nouvelle ligne vers un territoire plus destructeur, plus indiscriminé et plus incontrôlable. 20 sous-munitions à partir d'un seul missile. Une personne grièvement blessée à Petah Tikva, des dizaines de blessés à Tel Aviv, des bombelettes non explosées encore en cours de déminage dans les quartiers, un système défensif qui coûte 15 fois plus cher par engagement que l'arme qu'il tente d'arrêter. Et un champ de bataille où les armes interdites sont désormais devenues routinières. Une fois que les outils interdits deviennent routiniers, le vocabulaire rassurant continue généralement à faire des heures supplémentaires bien après que la réalité est rentrée chez elle. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.